La nuit noire de l'âme n'a pas concerné que cette relation affective qui s'est arrêtée un peu brutalement. J'ai eu aussi en même temps du coup des problèmes de boulot qui me sont tombés sur le coin du nez, problèmes familiaux, problèmes d'argent, problèmes avec les enfants, enfin bref, tout capotait en fait dans ma vie. Hein. C'est Lise Bourbeau qui en parle très bien dans un petit ouvrage sur les 5 blessures. Donc il y a abandon, rejet, trahison, injustice et humiliation. Donc je pense que j'ai coché à peu près toutes les cases. La flamme jumelle, c'est tout de suite, enfin assez rapidement, on sent qu'il y a une dissonance. C'est-à-dire qu'on est avec la personne, on sait que c'est pas forcément bon pour soi. Et pour autant, il y a un lien, ce qu'on appelle un lien sacré, qui est plus fort que tout finalement. Et l'idée de cette histoire. Bienvenue dans le podcast Époque. Je suis Christy et je vous invite sur mon voyage spirituel et sacré pour comprendre ces forces qui me poussent à prendre la parole. C'est à travers mon histoire et les témoignages des belles âmes que je rencontre que nous irons au plus profond de nos dons secrets. Restez avec moi chaque semaine pour aller à la rencontre de nouvelles personnes et de leur histoire. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Marilyn Diane qui va nous parler de sa nuit noire de l'âme. Donc elle va un petit peu nous faire le récap de qui elle est et on va enchaîner sur le sujet. C'est parti. Salut Marilyn. Bonsoir Christy. Alors je voudrais que tu nous nous expliques un peu qui tu es et ce que tu fais. Alors, qui je suis bientôt 47 ans, je suis maman de 2 enfants, je travaille à la protection judiciaire de la jeunesse. Qui je suis Ce que tu fais pour le coup, je fais plein de choses. Donc, je fais de la peinture, de la photo, je m'intéresse un petit peu aux soins, à l'énergie, à la réflexologie plantaire, palmaire. Voilà, et puis à la médiation animale aussi. Enfin, je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses en fait. Donc, c'est difficile de cerner. Et donc rapidement et sans transition, hein, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une nuit noire de l'âme, comment tu l'as vécu et comment tu t'en es sortie ? Alors, ce que c'est de manière générale, je ne sais pas. Moi, je peux parler juste de mon expérience. Et je ne sais pas si j'en suis complètement sortie, pour le coup. Mais je pense que ça va mieux. Alors, je pense que j'ai traversé une période très compliquée. Bon, c'était pas la première fois dans ma petite existence, mais pour le coup, j'ai compris que c'était la nuit noire de l'âme, puisque j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont expliqué que j'étais dans un parcours un peu particulier et que je devais faire face à des blessures d'enfance, en fait, qui n'étaient pas guéries. Et que cette nuit noire de l'âme, en fait, à un moment donné, moi, ça s'est traduit par un gros problème physique. C'est le corps, en fait, qui a parlé. Parce que certainement, je ne voulais pas écouter les émotions que je pouvais ressentir et qu'à un moment donné, ça s'est complètement arrêté de fonctionner. C'est-à-dire que moi, ça s'est traduit par l'arrêt du fonctionnement de ma thyroïde. Donc j'ai commencé à avoir du mal à me lever, mon cœur ne battait plus qu'à 56 pulsations, alors qu'en forme, je suis plutôt autour de 70. Donc là, j'avais un cœur d'athlète sans faire de sport. Donc j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose de complètement anormal. Et puis, bien sûr, les symptômes, c'est aussi potentiellement des moments de profond désarroi, de tristesse, potentiellement même jusqu'à se dire que la vie ne vaut pas forcément la peine d'être vécue. J'en suis passée par là. Donc ça a été très compliqué, ça a duré un certain temps, alors pas trop longtemps quand même, mais j'ai réussi à reprendre un petit peu le dessus progressivement, parce que malgré tout, j'avais eu d'autres expériences avant où je m'étais sentie pas bien évidemment dans ma vie et que je me raccroche assez facilement à des choses plutôt saines, la méditation notamment. Donc je passe facilement aujourd'hui entre une demi-heure et 1 heure par jour à méditer. La marche méditative. Quand je parlais de médiation animale, j'ai passé un week-end entier avec des chevaux à essayer d'un petit peu de communiquer avec eux. J'ai un lien particulier avec la nature et les animaux, je pense, depuis toujours.
Donc en fait, je sais que quand je traverse des moments très difficiles, potentiellement, il n'y a que comme ça que je vais pouvoir me ressourcer. Et ça passe aussi à un moment donné par une forme d'isolement ou un repli sur soi, mais parce qu'il y avait nécessité de se recentrer et puis d'aller finalement faire face à ces fameuses blessures. Et donc, je suis revenue un petit peu à moi, à la vie, progressivement et bizarrement. Et là, ça a été un peu miraculeux. On m'avait prévenu que ma thyroïde cesserait complètement de fonctionner, qu'il fallait que je prenne un traitement à vie. Et en fait, j'ai commencé par prendre des plantes. Et quand je suis allée voir l'endocrinologue un mois après avoir donc passé beaucoup de temps à méditer, marcher, et puis m'être confrontée à à la réelle tristesse, voire presque la mélancolie, finalement, contre toute attente, j'ai refait des examens et elle s'est remise à fonctionner toute seule, sans traitement, et les médecins ne comprennent pas comment et pourquoi. Donc moi-même, j'ai été agréablement surprise. Et alors je suis quand même régulièrement, je vérifie que tout va bien sûr, hein, parce que l'idée, c'est pas forcément fuir le traitement à tout prix, mais je m'étais toujours dit que si j'arrivais à contrer à essayer de faire en sorte que mon corps fonctionne de nouveau normalement, que je mettrais tous les moyens possibles avant de prendre une médication quelle qu'elle soit. Et du coup, c'est passé aussi par un régime alimentaire différent, le moins de stress possible. Donc j'ai complètement coupé, par exemple, j'ai pris la décision de complètement couper avec l'actualité. Donc je ne suis absolument plus du tout au courant de ce qui se passe dans le monde et ça me fait un bien fou. Et voilà, ça a changé cette fameuse nuit noire que certains appellent nuit noire de l'âme, c'est-à-dire vraiment à un moment donné l'arrêt presque de mes fonctions vitales et de me dire que j'étais face à un mur et qu'il fallait que je trouve une porte de sortie pour me sauver, quoi. On est bien d'accord que là, on est toujours dans la nuit noire de l'âme, mais on s'arrange. Enfin, tu t'es soigné par les marches méditatives. Ouais. Par les plantes. Quelles plantes? Alors, je suis allée sur un site qui propose de la phytothérapie et qui proposait ce qui potentiellement se rapproche de ce qui est, on va dire, préconisé en cas d'hypothyroïdie, la il me semble que c'est alors c'est pas le lévothyrox, mais c'est de la L-thyroxine, je crois. Et a priori, les plantes que j'ai prises avaient des composants qui s'en rapprochaient, y compris du sélénium et de l'iode, ce qui est quand même assez naturel. Donc du coup, c'est ça que j'ai pris comme un complément alimentaire en fait, pendant 1 mois et demi, 2 mois. C'est incroyable. Donc là, tu es en train d'expliquer à toutes les personnes qui nous écoutent que il n'y a pas forcément besoin d'aller voir le médecin, mais surtout de regarder à l'intérieur de soi. Alors, je suis quand même allée voir le médecin. Hein. J'ai fait évidemment toutes les analyses. Mais pas de prendre les médicaments. Alors, en accord avec les médecins. En fait, mon médecin généraliste, je lui ai dit que j'avais pas du tout envie de prendre le lévothyrox parce qu'évidemment, j'en avais entendu parler et je sais que c'est très décrié, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'effets secondaires. Et donc, on m'avait prescrit un autre médicament. Et on m'avait proposé de prendre le plus petit dosage. Et j'avais dit, est-ce que je peux différer la prise jusqu'au rendez-vous chez l'endocrinologue? Donc en gros, on m'a fait cette prescription au mois d'août. J'avais rendez-vous chez l'endocrinologue début octobre. Et quand je suis arrivée chez l'endocrinologue, donc j'ai refait les tests. Et l'endocrinologue m'a dit, mais en fait, vous n'avez pas de problème de thyroïde, elle fonctionne, puisque ma TSH était redevenue normale. Voilà. Et donc, pendant ce laps de temps entre août et octobre, j'ai pris les fameuses plantes, mais alors je ne me suis pas contentée de ça, quoi. Voilà, j'ai véritablement fait en sorte chaque jour de redresser la tête, ouais. Et puis le moral aussi. Oui, le moral. Alors, j'avais pas forcément retrouvé complètement la joie. J'avais du mal quand même jusqu'au mois de fin octobre, début novembre. Je suis allée voir quand même un psy pour
parler de tout ça parce que je pense que c'est complémentaire et qu'il faut surtout pas, quand on va pas bien, évidemment, c'est important aussi d'avoir un spécialiste avec qui on peut échanger. Bon, il n'y avait pas pour le coup, de prescription d'antidépresseurs ou quoi que ce soit, là non plus, mais c'était l'idée de quand même voir un spécialiste, pouvoir parler de ce qui m'arrivait. Et sur le plan professionnel, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Nouvelle-Calédonie fin octobre, début novembre. Et là, à ce moment-là, c'était à tel point, j'étais pas du tout dans l'idée de prendre du plaisir et j'avais vraiment encore du mal à retrouver la joie, c'est que je n'ai même pas préparé mon voyage. Alors, je l'ai préparé professionnellement parce que je devais intervenir auprès d'équipes dans le cadre de mon travail dans la protection de l'enfance. Mais pour le coup, j'avais absolument pas anticipé tout ce qui était de l'ordre du touristique, quoi. C'est-à-dire que j'ai même pas regardé de photos, alors que là, quand moi j'adore voyager et quand je me déplace, j'aime bien me faire mon petit film à l'avance, savoir à quel endroit je vais aller, quelle plage potentiellement, quel circuit je vais faire, etc. Et là, j'avais pas forcément ça en tête du tout, hein. J'étais vraiment concentrée sur le travail et j'ai même pas. Alors j'ai cherché à comprendre un petit peu, par contre, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. L'organisation politique, leurs enjeux, et puis tout ce qui les traverse. Donc ça m'a quand même, ça a fait partie de la préparation du voyage, mais pas du tout tout ce qui était de l'ordre du tourisme ou autre. Et donc quand je suis arrivée là-bas, j'ai tout découvert finalement sans avoir rien anticipé. Et là, j'ai eu cette chance-là de me dire que voilà, je profitais d'un endroit magnifique. Alors bien sûr, il y a des soucis en Nouvelle-Calédonie, hein, c'est pas juste un paradis sur Terre, mais quand même, j'ai bien profité et même énergétiquement, je pense que c'est très chargé positivement. Et donc, je me suis baignée dans le Pacifique et symboliquement, là, je me suis dit que j'étais en train de renaître et que je retrouvais la paix. Et il a fallu que je fasse 20 000 kilomètres et de me baigner dans cette eau-là translucide avec des tortues, donc ça aide forcément. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, Marine, ça y est, je crois qu'il faut que tu sortes là de ce qui vient de t'arriver. Ça t'a aidé à devenir la personne que tu es, parce que je pense qu'il y a un avant et après la nuit noire de l'âme quand même. Et tu as cette chance d'être là, d'être en vie, là où tu as traversé une période avec des idées noires, ce qui était quand même incroyable, me connaissant, parce que j'ai plutôt un tempérament joyeux, optimiste, etc. Et là, je me suis dit, bah ouais, c'est maintenant, quoi. Tu vas renaître grâce à ce voyage en partie. Et depuis, effectivement, quand je dis je sais pas si j'en suis complètement sortie, bon, il y a toujours, c'est pas si vieux que ça, mais mais je vais beaucoup mieux et je retrouve la joie surtout. Ça, c'est important. Et tu sors donc de cette période de nuit noire de l'âme. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que tu as affaire à certains thérapeutes qui t'aident à nettoyer certaines choses ou Alors justement, moi j'ai mis le nom Nuit noire de l'âme, pas au moment où ça m'est arrivé du tout. c'est généralement ce qui se passe. Voilà, j'ai découvert justement peu de temps avant mon départ en Nouvelle-Calédonie. J'ai une amie qui est écrivaine à Roubaix, donc c'est l'école là où je travaille, hein, qui est formatrice aussi. On avait l'habitude de s'échanger des livres. Et elle me file un bouquin. J'ai envie de dire comme par hasard. Bon, évidemment, je ne crois pas au hasard, je crois aux synchronicités. Et son bouquin, c'est Flammes jumelles. Et là, je commence à lire le bouquin. Et effectivement, j'étais en relation avec une personne pendant 3 ans et demi précédemment à cet épisode un peu fâcheux. Mais la nuit noire de l'âme n'a pas concerné que cette relation affective qui s'est arrêtée un peu brutalement. J'ai eu aussi en même temps du coup des problèmes de boulot qui me sont tombés sur le coin du nez, problèmes familiaux, problèmes d'argent, problèmes avec les enfants, enfin bref, tout capotait en fait dans ma vie, hein, concrètement. Et dans ce bouquin, j'ai quand même réalisé quelque chose de l'ordre d'un parcours et qu'il fallait passer a priori par cette étape. Alors au départ, je me suis dit, bon, ça ressemble fortement à ce que je suis en train de vivre. Donc ça a commencé à ouvrir une petite fenêtre. Et il s'avère que par la suite, comme effectivement je m'intéresse à tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise, je suis attirée effectivement par tous les soins autres que les soins allopathiques, hein, tout ce qui est médecine holistique.
Donc la réflexologie plantaire en fait partie, c'est ce que j'affectionne plus particulièrement, mais les kinésiologues, les guérisseurs, le reiki, etc. etc. Donc j'ai rencontré tout un tas de praticiens, bien sûr, pour aller mieux. Et j'ai aussi suivi des guidances pour essayer de comprendre ce qui se passait dans ma vie. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a redit à plusieurs reprises que j'étais dans ce parcours FJ, en fait, flamme jumelle. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, ça revenait assez systématiquement. Puis après, j'ai eu des signes, etc. Bon. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était un passage obligé pour pouvoir, encore une fois, faire face à des blessures d'enfance. Donc, a priori, moi, c'est plus la blessure d'abandon que je devais travailler. Mais en fait, j'étais confrontée à la blessure d'injustice, de trahison, parce qu'il y en a 5. C'est Lise Bourbeau qui en parle très bien dans un petit ouvrage sur les 5 blessures. Donc, il y a abandon, rejet, trahison, injustice et humiliation. Donc, je pense que j'ai coché à peu près toutes les cases. Et du coup, je me suis dit, écoute, s'il faut en passer par là, on va y aller. Et progressivement, j'ai compris aussi qu'il fallait aller nettoyer potentiellement une vie, voire plusieurs vies antérieures, qui étaient en lien avec ce que je traversais dans cette incarnation, c'est-à-dire actuellement. Et donc, j'ai pas hésité à aller au bout de la démarche, en me disant, de toute façon, je ne risque pas grand-chose. Voilà, donc, et c'est ce qui s'est passé là tout à fait récemment. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui nous écoutent, nous expliquer exactement ce qu'est une flamme jumelle et aussi nous dire ce que tu as pu découvrir sur ta flamme jumelle et comment tu as pu traiter le sujet? Alors là, c'est passionnant. C'est digne d'une série Netflix. Non, mais alors, parti. La flamme jumelle, en fait, de ce que j'ai compris, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais je commence à avoir repéré et intégré pas mal d'informations là-dessus. Il s'agit d'un couple, qui n'est pas forcément... la question du genre a peu d'importance. Il y a une partie... alors, à l'origine, a priori, bien sûr, nous nous sommes connus dans une vie antérieure. Et à la toute origine, alors, a priori, c'est aussi en lien avec l'Atlante, les Atlantes et l'Atlantide. C'est l'histoire en fait d'une âme qui est coupée en deux et qui doit passer par tout un tas d'épreuves pour pouvoir se retrouver, pour arriver à ce qu'on appelle la réunion. La réunion se fera pas forcément avec ma flamme jumelle, peut-être, hélas, dans cette incarnation d'ailleurs. Mais l'idée, en fait, c'est que cette âme qui est séparée en deux, il y a une partie, peu importe le genre, une partie yin, donc féminine, intuitive, sensible, d'un côté, et la partie yang de l'autre, qui est plus peut-être en lien avec l'action et aussi le mental et l'ego, hélas. Parce que je dis hélas, parce que tant qu'on reste dans le mental et l'ego et qu'on n'est pas dans son cœur, on ne peut pas avancer justement sur son parcours. Et pour le coup, cette âme qui est divisée en deux est amenée à se retrouver, ce qu'on appelle les retrouvailles dans une vie. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai rencontré la personne avec qui j'ai été. Nous sommes restés en lien en couple pendant 3 ans et demi. Il s'avère que dans le parcours de Flamme Jumelle, alors au début, on rencontre cette personne, on a l'impression, mais ça peut faire ça avec tout un tas de relations, de connaître la personne, on la rencontre, on sait qu'on la connaît déjà. Alors ça peut arriver aussi avec une âme sœur, par exemple, mais la différence entre une flamme jumelle et une âme sœur, c'est qu'avec l'âme sœur, c'est fluide. C'est fluide, il n'y a pas de difficulté a priori, même si on n'est pas voué à rester forcément toute sa vie avec une flamme jumelle ou avec une âme sœur, pardon. La flamme jumelle, c'est tout de suite, assez rapidement, on sent qu'il y a une dissonance, c'est-à-dire qu'on est avec la personne, on sait que c'est pas forcément bon pour soi, et pour autant, il y a un lien, ce qu'on appelle un lien sacré, qui est plus fort que tout finalement. Et l'idée de cette histoire, c'est que autant pour le côté, on va dire ceux qui sont dans le côté yang, on les appelle plutôt les runners, et ceux qui sont dans le côté yin sont appelés les chasers. Alors moi, je suis a priori chaser, je coche toutes les cases, bien sûr, le côté très yin.
et on a une tendance à être dans la dépendance affective. Donc la relation peut vite basculer, c'est-à-dire qu'au départ c'est très fusionnel, ça peut être très fluide et même passionnel, bon, comme beaucoup d'histoires amoureuses finalement au départ, mais là où ça commence à déraper, c'est que le runner, en fait, lui, il a peur des sentiments qu'il éprouve. Donc il va forcément rejeter, trahir la personne avant de se retrouver rejeté lui-même, parce que lui, la blessure qu'il a à traiter, principalement, c'est la blessure de rejet. Alors que le chaser, lui, c'est la blessure d'abandon. Donc, un chaser, en général, est dans la dépendance affective, et c'est un peu le je te fuis, fuis-moi, je te suis, bon bref. Donc ça, c'est aussi assez classique, hein. C'est pour ça que moi, j'ai pas forcément considéré que c'était complètement anormal ce que j'étais en train de vivre. Et puis, au regard de ce que j'ai vécu enfant, à l'adolescent et même dans ma vie adulte, cette blessure d'abandon et cette dépendance affective, j'étais pas dupe, quoi. Je savais que j'étais là-dedans, c'est-à-dire dépendance affective, c'est quand on sait qu'une relation, encore une fois, est pas forcément saine, voire même peut être toxique, et que malgré tout, on reste, quoi qu'il en soit, et que c'est plus fort que nous. Et là, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et alors, a priori, dans ce parcours de Flamme Jumelle, il y a 7 étapes, plus ou moins. Selon les personnes qui la décrivent, il y en a qui disent qu'il y a 2 grandes étapes dans le parcours, mais enfin il y en a 7 petites, on va dire, et arrive à un moment donné où il y a une séparation. Souvent c'est le runner qui met un terme à la relation, et les 3/4 du temps, il y a une tierce qui arrive dans l'histoire, qui est là justement pour réactiver aussi la blessure de trahison. Donc c'est tout à fait normal, c'est ce que j'ai vécu, bon, même si je l'ai appris sur le tard, bien entendu, d'être placée dans une triangulaire malgré moi, ça faisait pas plaisir, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc le runner en question, il a bien fait son travail, c'est-à-dire qu'il a appuyé sur tous mes boutons, sur tous les points rouges, et bien sûr ça m'a plongée, donc la fameuse nuit noire de l'âme. Pour le chaser, c'est effectivement quand le runner se sépare, potentiellement se met avec une tierce, et que nous, on se retrouve confrontés à cette fameuse blessure d'abandon. C'est la plus grosse à traiter. Après, toutes les autres peuvent aussi être activées, bien sûr, et qu'on passe dans une période très sombre que je vous ai décrite avant. Et après, dans le parcours, le runner se rend compte malgré tout, malgré la présence de la tierce pour le coup, qu'il y a ce lien qui existe, mais il ne comprend pas, il n'arrive pas à mettre des mots dessus. En général, les chasers, à cette étape, ont conscience du lien sacré, parce qu'ils sont yin, encore une fois, que potentiellement ils sont un petit peu plus éveillés à la spiritualité, ce qui est mon cas, que le runner en face de moi n'est pas du tout dans ces considérations-là, donc très loin de se préoccuper de ce genre de choses. Et j'ai envie de dire, si je devais lui en parler, il faut surtout pas en parler, d'ailleurs en général ça les fait fuir encore plus, ils prennent encore plus peur et ils se disent voilà, mais c'est quoi cette histoire, c'est pas possible. Bon, du coup le runner fait des allers-retours incessants, et malgré lui certainement, parce qu'il est poussé par le lien à recontacter son chaser, mais le problème c'est que pour autant il a toujours ses peurs sur lesquelles il doit travailler, il n'est pas prêt, et donc il fait des allers-retours, et donc à aucun moment en tout cas il veut se remettre véritablement en relation avec son chaser. Résultat des courses, la relation, finalement, ça peut durer... Alors, il y a des parcours plus ou moins longs, ça peut même durer des années. Il y a même des runners qui se marient, qui ont des enfants. Donc, forcément, le chaser, là, il est dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme plus ou moins longtemps. Et à un moment donné, le chaser, quand il en a marre d'attendre, ça fait partie de l'étape, une des étapes fondamentales qui peut faire avancer le lien, c'est qu'il switch. On parle du switch, c'est-à-dire qu'à un moment donné le chaser il va vriller, il va dire j'en ai marre en fait d'attendre, j'en ai marre que tu fasses des allers-retours, je ne me sens pas respecté. Et c'est là où c'est intéressant pour le chaser, parce que là pour le coup il commence à s'aimer, à se donner de la valeur, à se dire que finalement peut-être oui il y a un lien, mais que malgré tout voilà, on a de l'importance, et qu'il n'est pas question de continuer à vivre ce genre de choses parce que c'est trop souffrant. Et là, quand il y a cette prise de conscience et ce switch,
on est prêt, on commence à être prêt à se dire que finalement, on a conscience du lien sacré, hein, mais que finalement, ce sera peut-être pas pour cette incarnation, hein, la réunion, et que le runner a un travail à faire énorme et qu'il a besoin de le faire sans nous. Ce qui est super important de comprendre, en fait, c'est que tant que le chaser ne fait pas ce switch, le runner, de toute façon, n'avancera pas. Le runner, lui, il a besoin d'être confronté au vide absolu et au manque de sa flamme jumelle pour pouvoir lui-même traverser par la suite une nuit noire de l'âme qui sera moins brutale, moins peut-être profonde, mais qui sera peut-être beaucoup plus longue et beaucoup plus insinueuse et qui va l'amener normalement à lui aussi guérir ses blessures et notamment celle de rejet puisque c'est sa blessure principale. Voilà, donc ça c'est un parcours spirituel en fait et l'objectif n'est pas la réunion, l'objectif n'est pas forcément de se mettre en couple avec l'autre. Par contre, de ce que j'ai pu comprendre et j'en suis là, l'objectif c'est d'éprouver un amour inconditionnel. Amour inconditionnel envers soi-même avant tout. Et moi, évidemment, j'en étais très loin. Et presque, je remercierais cette personne d'avoir finalement croisé mon chemin pour me permettre de prendre conscience de ça, parce que ça, c'est absolument incroyable. Mais oui, aujourd'hui, je pense que je commence à ressentir de l'amour inconditionnel pour moi. Alors, je le ressentais déjà pour mes enfants, mais pour soi-même, c'est important. Et de l'amour inconditionnel pour l'autre, y compris son runner, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse. Et donc de ressentir cette histoire d'amour véritable, d'amour vrai. Et normalement, si on va vers là, c'est pour pousser l'humanité en fait à aimer tout simplement, à apprendre ce que c'est que l'amour. Les flammes jumelles font partie des personnes qui sont envoyées sur Terre pour faire progresser, pour faire un bond. Voilà. Et vers ça, vers l'univers. Mais en fait, l'univers, c'est aller vers l'uni, c'est-à-dire vers l'un, vers cette question d'unicité qui traverse d'ailleurs toutes les religions en parlent. Du un, c'est-à-dire de s'aimer soi, mais d'aimer l'autre, tout en sachant que nous ne formons qu'un, finalement. Et ça, à conscientiser et à éprouver, c'est une sacrée force. Et c'est pour ça, aujourd'hui, quand je fais de la méditation, j'essaye d'être dans l'ouverture du cœur, véritablement, et d'envoyer de la lumière et de l'amour à toutes les personnes qui ont croisé mon chemin et qui potentiellement m'ont fait du mal, qu'elles aient voulu m'en faire ou pas. Et ça me fait un bien fou. Et c'est pour ça que je me dis qu'aujourd'hui, quand même, je pense que je suis en train de sortir de la nuit noire de l'âme parce que j'éprouve énormément de gratitude pour tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Mais finalement, quand j'entends, ça veut dire que ta nuit noire de l'âme, tu l'as commencé il y a très longtemps. Finalement, tu y étais toujours sans le savoir. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, l'histoire que j'ai eue avec cette personne, ce n'était qu'une énième, et j'espère dernière, leçon. Mais finalement, quelque chose qui s'est répété toute ma vie. Et oui, peut-être que lorsque j'ai choisi de venir sur Terre, a priori, de ce que j'ai compris, on choisit sa famille, on choisit ce qu'on va subir. Et oui, j'ai pas eu une enfance forcément drôle. J'ai eu même une histoire très compliquée de maltraitance physique, psychique et autres, avec une adolescence un peu mouvementée, ce qui m'a amenée à mon travail. D'ailleurs, je suis devenue éducatrice et je me suis occupée d'adolescents en difficulté pendant 20 ans. Parce que moi-même, je pense que j'aurais aimé que quelqu'un me tende la main, m'aide dans des périodes très compliquées de mon adolescence. Alors, j'ai vécu mon adolescence, c'était une période à la fois que j'adore et je regrette absolument rien de ce que j'ai pu vivre, très mouvementée, très forte en émotions et où j'ai vécu vraiment les choses à 100 à l'heure. Et ça, les adolescents, pour ça, ils sont très forts parce qu'ils sont presque sans limite. Hein. Mais là, pour le coup, ils aiment à 100%, ils vivent les choses à 100%. Donc, j'ai eu une période comme ça, on va dire, très, très forte en émotions et très riche. Et par contre, entourée d'adultes qui n'étaient pas en capacité de s'aimer eux-mêmes et donc forcément de s'occuper d'enfants ou d'adolescents. J'aurais eu une éducatrice ou un éducateur à ce moment-là qui m'aurait tendu la main comme moi je l'ai fait pour certains ados, ça aurait certainement
facilité mon parcours. Et donc, parce qu'on en a parlé en off et que je le sais, qu'est-ce que tu as pu découvrir sur tes vies antérieures concernant cette flamme jumelle? Je trouve ça intéressant. Ah, alors là, j'ai pas été déçue du voyage. Et quand je parlais de série Netflix, à un moment donné, je me suis dit, c'est une histoire. Alors, ça ressemble à un conte, mais un conte de sorcière. Alors, bon, moi, les contes de fées, d'ailleurs, il y a un super bouquin qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées, là, Bruno Bettelheim, qui dit que dans chaque conte de fées, en fait, on est aussi là pour venir travailler des blessures, encore une fois. Ouais, j'ai pas été déçue du voyage, c'est le cas de le dire. Alors apparemment, je me retrouvais dans un grand palais. Alors moi, je pense que c'est l'Orient parce que je suis vraiment très attirée par tout ce qui est Orient, Moyen-Orient. Un palais avec des colonnes. J'étais très riche, une femme très riche. Et manifestement, en tout cas, quand on m'a parlé de cette histoire que j'aurais vécue dans une vie antérieure, j'ai ressenti aux mots de la personne qui m'a fait ce nettoyage karmique, énormément d'émotions et même de l'amour. c'est très bizarre pour la personne qui était décrite comme étant mon mari, manifestement un soldat, lui aussi très riche, qui revenait de temps en temps de ses batailles. Et avec cette personne, apparemment, j'ai vécu du rejet, potentiellement de l'humiliation et de la trahison, puisque il a fini dans les bras d'une servante magnifique, splendide, que j'ai fini par empoisonner, manifestement, ce qui est assez atroce. J'ai d'abord exercé de la magie noire, puis empoisonné cette personne. Et donc, à ce moment-là, lui étant très, très malheureux, parce qu'il devait être attaché à elle d'une certaine manière, eh bien, il m'a fait enfermer. J'ai fini par mourir toute seule, comme ça, enfermée dans un espèce de couvent, enfin, un endroit dont on ne sort pas. Et je l'ai hanté, manifestement, longtemps, et à tel point que je suis devenue un esprit maléfique. Et lui avait refait sa vie avec une femme, avec 2 enfants, 2 garçons. Alors c'est marrant parce que mon runner a effectivement 2 garçons. Il est issu du Moyen-Orient. Il y avait beaucoup de choses qui se recoupaient dans cette incarnation. Donc moi, ça m'a fait un peu sourire parce qu'il y avait plein d'éléments qui ressortaient. Je me dis, voilà, forcément, c'est pas un hasard. Et pour le coup, ça me parlait beaucoup dans ce qu'elle pouvait décrire. Et j'ai fait beaucoup de mal, en fait. Donc, et là, je me dis, comment on peut faire autant de mal, en fait, pour une histoire pour une histoire d'amour. Mais bon, l'amour, c'est ce qui fait marcher le monde. Et voilà. Et donc, ça m'a perturbée qu'elle ait pu me raconter tout ça. Et bon, alors, elle m'a bien dit, vous n'êtes pas du tout l'esprit que vous étiez à l'époque. Mais enfin, quand même, je me suis dit, c'est une sacrée histoire. Et donc, elle m'a bien sûr nettoyé cette vie en me disant « Mais il y en a plein d'autres à nettoyer ». J'ai dit « Bon, on verra ça, la suite au prochain épisode. Pas tout de suite, mais c'est bien, c'est bon à savoir. » Très compliqué. Voilà, c'est ça, les choses à nettoyer manifestement de cette vie-là. Moi, dans tes propos, je ressens beaucoup d'amour et je suis presque touchée de me dire que... Parce que pour moi, une flamme jumelle, comme je le comprends dans tes propos, c'est un peu l'amour de ta vie, en fait. Ouais. Et moi, ce qui me touche, c'est de se dire, c'est que tu arrives à te dire que je l'aime quand même, mais ce ne sera pas pour cette vie. Je trouve ça horriblement dur. Ouais, et quand j'ai lu le bouquin au départ, j'étais pas prête à entendre ça, tout comme l'idée de la tierce. D'ailleurs, il faut savoir que chaque information, mais ça j'en suis persuadée, et ça s'est vérifié là dans cette expérience qui, par chance pour moi, je pense c'est quand même un parcours assez court finalement, il y en a, ça dure plusieurs années quand même, c'est que tu es prêt, en fait, on t'envoie les signaux que tu es prêt à entendre. La découverte de la tierce est toute récente. Je l'aurais appris avant, je pense que je l'aurais encore plus mal vécu, puis j'étais dans un tel état que j'aurais pas été prête à réceptionner. L'univers t'envoie vraiment les signes que tu es prêt à recevoir véritablement pour te renforcer, pour te rendre plus forte. Quand j'ai lu le bouquin que Sophie m'a prêté, j'en ai rigolé et je me suis dit non, mais parce que je voulais pas comprendre.
Et ça m'a fait l'effet que tu me dis, c'est-à-dire je me dis c'est pas possible quand même, si on aime une personne, c'est bon. Il s'avère que j'ai énormément aimé le père de mes enfants et que je me suis séparée de lui en l'aimant encore, donc je savais déjà que c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on va forcément rester en relation avec, parce que des fois l'amour ne suffit pas, mais là c'est un lien tellement sacré et profond. Il m'en a fait voir de toutes les couleurs, alors intentionnellement ou pas, peu importe, j'ai envie de dire, que je pourrais effectivement lui en vouloir. Mais bon, d'une part, je pense et je suis persuadée que la colère ne mène à rien et qu'elle nous ronge, nous, d'abord, avant d'atteindre l'autre. Donc, la colère, c'est un moteur, c'est un signal qu'on n'est pas bien là où on est, qu'on n'est pas aligné. Donc, c'est à ça que ça sert. Je ne crois pas aux émotions négatives. Pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives. Toutes les émotions sont positives dans le sens où elles nous permettent de survivre, y compris la peur. Après, comment on combat justement la colère, la peur, c'est en ayant de la compassion et de l'amour. Et je ressens, quand je pense à ma flamme jumelle, je sens mon chakra du cœur, je sens mon thorax, je sens de la chaleur, et donc je me dis, je lui envoie. Je ressens, oui, énormément d'amour. Mais parce que c'est un amour inconditionnel, donc il est sans condition, ça ne veut pas, il n'a pas de raison. Ça ne veut pas dire que c'est déraisonné, mais ce n'est pas irraisonné. Et justement, la condition de mon amour n'est pas que lui m'aime en retour, n'est pas que on va se retrouver un jour. Il est inconditionnel, c'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, je continuerai à l'aimer. Non, mais je trouve ça très fort, en fait. En fait, pour moi, l'amour, c'est tellement fort, si tu veux. Ouais. Qu'à un moment donné, je comprends pas pourquoi on ne peut pas le faire à deux et que de ton côté, et en même temps, c'est parce que t'es le chaser, mais de ton côté, tu le fasses seul, sans... et en même temps, on peut pas aider tout le monde, mais sans pouvoir lui tendre la main et lui dire, l'emmener vers son chemin, en fait. Eh ben, en fait, j'ai compris que pour qu'il évolue tout seul, il faut qu'il soit confronté au vide et au manque, et que je ne dois pas, moi, l'attendre. Tant que je suis dans une énergie d'attente, il ne pourra pas progresser. Ça, c'est une chose. De deux, l'amour, je comprends aujourd'hui que c'est une énergie, que c'est une vibration. Et que quand on est en parcours flamme jumelle, qu'on le veuille ou pas, qu'il y ait des tierces ou pas, je pourrais rencontrer une âme sœur demain, par exemple. Bon, je ne suis pas complètement prête à ça encore aujourd'hui, mais admettons. Rien, j'ai compris que rien ne ferait disparaître ou ne détruirait ce lien. Et comme c'est une vibration, une énergie, tu peux continuer à aimer et à envoyer, encore une fois, de la lumière, de l'énergie, peu importe, à la personne, et inversement, quand elle sera éveillée au lien. Mais pour ça, ça peut prendre plus d'une vie, peut-être, et tant pis, c'est pas grave. Comme l'idée de ce parcours est de, avant tout, s'aimer soi-même, moi, si j'arrive à sortir, grâce à cette histoire, de toutes ces blessures, justement, liées aux vies antérieures ou pas, mais enfin déjà dans cette incarnation-là, il y en a eu un paquet, je me dis voilà, c'est gagné, quoi, c'est super. Mais j'ai surtout l'impression que c'est aimer, ça c'est sûr, mais que c'est surtout tirer leçon de toutes ces expériences. Ouais. Ou alors sûrement que toutes ces expériences t'ont entraîné vers ta flamme jumelle. C'est ça. La dernière leçon, c'était ça. Ouais. Et j'ose espérer, alors j'en aurai certainement d'autres parce qu'on va passer notre vie à ça, manifestement. On est là pour, dans une incarnation, on est là pour expérimenter, apprendre sur soi. Alors connais-toi toi-même, Aristote. Bon, voilà, est-ce que c'est pas finalement ça l'objectif dans une vie ? Je sais pas si on y arrivera complètement, mais on tend vers ça. En tout cas, à beaucoup plus de sagesse. Moi, je me sens beaucoup plus sage aujourd'hui. Oui, après cet épisode qui, tu nous dis, n'est pas terminé, il est terminé. Alors, l'épisode pour moi est terminé dans le sens où je pense que je commence à sortir, à aller mieux de cette fameuse nuit noire de l'âme, à me recentrer, à prendre soin de moi, à me prioriser. Alors, l'idée de s'aimer, c'est aussi de savoir poser des limites et de s'affirmer. Moi, j'avais une tendance à poser mes limites trop tard, à penser aux autres avant de penser à moi, faire plaisir aux autres. Mais ça, c'est quand on est en blessure d'abandon, on a envie d'être aimé à tout prix, donc on est prêt à tout finalement pour plaire, on a peur d'être abandonné, donc forcément on va faire plaisir et on va s'oublier.
Donc là, je pense que j'ai passé un cap et que, alors ça peut faire tout drôle à l'entourage, hein, donc quand on nettoie le karmique, mais on nettoie aussi potentiellement des relations qui sont plus en accord avec nos valeurs et la façon dont on vibre. On attire à soi, je pense que véritablement ce qu'on vibre aussi. Donc s'il y a d'autres relations qui vont arriver, certainement dans mon parcours, et tant mieux. Mais pour le coup, ouais, je pense que c'est véritablement une quête vers soi. Mais comme on est, encore une fois, l'univers, hein, c'est ça, on est unis vers les autres. Donc ça permet d'être mieux avec les autres aussi. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que je suis un peu plus capable de dire non. Il faut que j'apprenne à le dire de manière assertive, donc communiquer de façon non violente, hein, c'est tout ce dont on parle beaucoup en ce moment, on sait très bien. C'est pas toujours simple parce que j'ai plutôt une tendance à m'affirmer, encore une fois, comme c'est trop tard, souvent trop tard, et qu'on a dépassé mes limites de manière potentiellement agressive. Donc ça faut... Mais bon, je suis sur le bon chemin. Il se pourrait que les flammes jumelles aient fait ce premier travail et que lorsqu'elles se rencontrent, ça match et que ça fonctionne. Ou alors il y aura toujours cette histoire de chaser and runner, quoi qu'il arrive. A priori, de ce que j'ai compris, quand chacun a guéri ses blessures, et donc ça peut prendre plus d'une vie, hein, il y a cette idée de réunion possible, voire même de fusion. Et là, on parle d'un amour sacré, de sexualité sacrée. J'avoue que comme je me suis fait un peu une raison et que je me résigne parce que de toute façon, il ne faut pas être dans cette énergie d'attente, j'ai pas trop été chercher en quoi ça consistait et concrètement comment ça pouvait se manifester ou s'incarner. Mais a priori, c'est possible. C'est possible et il y a des témoignages de flammes jumelles qui vivent en couple, qui se sont retrouvées. On a un couple d'amis d'ailleurs. Ah oui, Julie et Roberto, qui d'ailleurs, c'est très marrant, sont partis vivre à La Réunion. Et puis moi, je vois ce mot-là à peu près 2-3 fois par jour, donc je me dis, bon, voilà. Mais alors, je pense à Lille, bien sûr. Hein. Je me fais pas de fausses idées. Je me dis, tiens, je vais peut-être finir à La Réunion aussi un jour. Enfin, en attendant, j'aimerais bien faire un petit détour par la Nouvelle-Calédonie et y retourner. Je salue tous les néo-calédoniens. Mais pour le coup, voilà, je sais pas si ça se fera. Peut-être, voilà. Ça se fera forcément, mais pas forcément dans cette vie. Et on parlait aussi de ce que tu faisais, les soins. Est-ce que tu penses, en Nouvelle-Calédonie, continuer à faire des soins ? Oui, alors que je sois là-bas ou pas, c'est vrai que je me remets, là maintenant que je vais mieux, que je retrouve mon énergie, que j'arrive à... J'essaye aussi d'ouvrir un petit peu plus mon chakra du troisième œil parce que finalement, je suis quelqu'un d'assez intuitive et j'ai complètement, dans cette relation, j'ai complètement occulté tous les signes. Je me suis pas écoutée du tout. Donc là, ça fait partie, je pense, du travail que je suis en train de faire, c'est-à-dire d'ouvrir ce chakra du troisième œil, de me faire davantage confiance en mes intuitions et d'aller de nouveau vers les soins parce que je me suis formée à la réflexologie plantaire il y a quelques années. J'ai eu la chance de rencontrer un praticien qui formait, qui est aussi chaman, donc il m'a aussi transmis tout ce qui était de l'ordre de l'énergétique parce qu'en fait la réflexologie plantaire en soi c'est la petite sœur de l'acupuncture, hein, donc c'est une thérapie douce qui permet d'aller sur les zones réflexes, que ce soit au niveau du pied, ça peut être la main, donc palmaire, ou le visage, et là on parle de Dian Shan. Donc moi j'ai été formée au palmaire et au plantaire, qui permet d'aller sur quasiment 90 zones réflexes qui sont en lien avec les organes. Donc faut faire attention à pas forcément faire de diagnostic, mais en tout cas ce qui permet de rétablir ce qu'on appelle l'homéostasie dans le corps, c'est-à-dire une forme d'équilibre à la fois du système nerveux, lymphatique, enfin bref, de tout ce qui permet à la personne d'être bien. Ça peut soulager tout un tas de choses. Et c'est vrai que ça faisait partie des disciplines qui, moi, m'ont le plus aidée. Ça a vraiment un effet énorme. Et quand j'ai appris cette discipline, je l'ai appris aussi sur un plan énergétique, c'est-à-dire refaire circuler les énergies, apporter du bien-être à la personne, de la relaxation, de la détente.
Donc je pratique d'une certaine manière qui n'est pas forcément la plus académique. Je plonge la personne dans un premier temps dans un état un peu comme en hypnose, en ce qu'on appelle un peu la zone alpha, semi-conscience ou en état de conscience modifié, on pourrait dire ça aussi. Et après, je vais potentiellement aller effectivement sur de l'acupression, donc qui peut être plus ou moins sensible, mais sans jamais faire mal. Parce que c'est vrai que j'ai testé tout un tas de praticiens, puis des fois, il y a des réflexologues, réflexothérapeutes qui peuvent appuyer, comme on dit, là où ça fait mal, et c'est pas forcément très agréable. Donc moi, l'idée, c'est quand même que la personne, elle passe un beau moment et que sortie de ce soin, ça lui apporte un bien-être et en plus, si ça peut l'aider sur potentiellement des zones qu'elle aurait à guérir ou en tout cas à prévenir de certaines difficultés, douleurs ou autres, c'est tant mieux. Ça vient quand même un peu chatouiller les émotions. Et ça vient chatouiller les émotions. Alors, le pied peut-être moins, même si on s'attarde sur la zone du cœur, encore une fois, c'est vrai que ça produit des effets assez intéressants. C'est surtout en réflexologie palmaire que j'ai pu observer des personnes qui étaient un peu bloquées émotionnellement, parce que là, sur la main, quand on tient la main de quelqu'un, c'est pas anodin. Et surtout, ce que j'avais pas forcément en tête avant de le faire, c'est qu'on est relié au cœur. Assez vite avec la main. Et là, dans un soin de main à main, si je puis dire, là, pour le coup, il y a une libération des émotions. Je l'ai fait avec une amie qui s'appelle Ariane. Et elle me disait, donc elle s'est mise à pleurer, donc ça m'a surpris. Dans un premier temps, on a beaucoup échangé après le soin, bien sûr. Et là, pour le coup, elle m'expliquait qu'elle n'avait pas pleuré depuis des années et qu'elle n'arrivait plus à pleurer. Donc ça lui a fait un bien fou. Ça débloque quelque chose. Ouais, donc ça peut être très libérateur sur le plan émotionnel. Ouais. Encore une fois, je suis persuadée, convaincue que les émotions sont là pour nous aider et que, hélas, dans notre civilisation, on va dire, notre société plus particulièrement, on a tendance à vouloir masquer ses émotions, à les taire. On nous apprend ça dès le plus jeune âge, alors particulièrement pour les hommes d'ailleurs. Et on voit ce que ça donne en fait, tout un tas de maladies puisqu'elles viennent se loger après dans le corps et après c'est le corps qui parle et souvent quand il nous parle, c'est un peu tard. Tu nous as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, que tu essayais de réouvrir ton troisième œil. Oui. Mais est-ce que tu aurais des méthodes ou des choses à nous dire sur comment y arriver Alors, la méditation, pour moi, est une méthode quand même forte. Quand on arrive à méditer, à lâcher complètement prise avec le mental et le corps, ça permet d'ouvrir, alors peu importe le chakra, mais il faut se concentrer évidemment sur le point précis en question, la glande pinéale. Après, c'est aussi apprendre à s'écouter, donc je pense que la pleine conscience au quotidien, c'est être davantage à l'écoute de soi et dans l'instant présent. Alors, il s'avère que je suis très intéressée par la philosophie stoïcienne. J'aime beaucoup la philosophie de manière générale, mais la période des stoïciens, Épictète, Marc Aurèle, notamment, et Sénèque. Voilà, les stoïciens vont vous dire d'être dans l'instant présent constamment. Alors, c'est quelque chose de très difficile, mais si déjà on se concentre sur certains moments de la journée, comme le repas, manger en pleine conscience, ne serait-ce que quand on savoure une tasse de thé, quand on marche, parler de marche méditative, en fait, c'est être conscient de chaque pas, etc., etc. Vraiment toujours se ramener à soi, au moment présent, se dire que finalement le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. La seule réalité est celle que l'on arrive à peine à capturer, c'est celle justement, pour ça que j'aime beaucoup la photo aussi, c'est capturer des moments, des instants comme ça, fugaces. Et potentiellement là, en étant le plus conscient possible, je pense qu'à ce moment-là, on écoute, enfin en tout cas on arrive à mieux écouter les signes que l'on peut percevoir, quoi. Et donc d'aller potentiellement jusqu'à l'ouverture du troisième œil. Ouais. Et tu en es où ? Je pense que j'en suis qu'au début, hein. Même de l'éveil, je pense que je suis une petite padawan et que voilà,
et que je me nourris d'un peu tout. Alors c'est vrai que tout ce qui est développement personnel, bien-être, d'aller piocher à droite à gauche, que ce soit chez les Toltecs, chez les Indiens, les bouddhistes, les taoïstes, bon, le zen, je prends tout. Alors c'est très critiqué actuellement, hein, dire oui, bon, les bobos, les machins là, qui font leurs séances, yoga et compagnie. Et en même temps, bah, moi, j'ai rien trouvé de mieux en fait pour me sentir bien. Et même si, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir le médecin, le thérapeute, le psychiatre, le psychologue, au contraire. Mais il ne faut pas se priver de toutes ces médecines-là qui nous viennent de l'Orient, l'Extrême-Orient, parce qu'en fait, et puis parfois des méthodes effectivement qui datent de plusieurs millénaires, et il faut revenir à des choses en fait simples et naturelles aussi. Je suis assez d'accord. Moi, je pense que depuis mon éveil, je me suis jamais sentie autant mieux. Parce que tout faisait sens. Je pense que je me suis enfermée dans un truc qui me convenait pas et que j'ai pris une charge qui ne m'appartenait pas. Et vraiment, ça a fait sens. Quand j'ai compris les choses, en tout cas, je pense que je suis encore dans mon éveil, mais quand j'ai compris les choses, c'est là que mon cœur s'est ouvert et que la synchronicité, et surtout suivre ma synchronicité, ça a été clé, je pense que dans mon parcours, qui m'a guidée jusqu'ici et jusqu'à toi, et jusqu'à vous toutes. Et c'est depuis ça que je me sens beaucoup mieux et que j'ai aussi arrêté de regarder les infos qui ne me servaient à rien, étant donné que ce n'était que des informations négatives. Donc et puis je me retrouvais pas là-dedans. Donc, ouais, c'est ça. En fait, ce qui m'a aidé à sortir de cette espèce de torpeur et mal-être très profond, c'est de me dire que pendant un temps en tout cas, j'allais m'éloigner de potentiellement toutes les sources négatives. Alors l'entourage, j'ai arrêté de fumer, l'alcool, j'ai essayé de faire en sorte de boire le moins possible. Finalement, ce qu'on retrouve là encore dans beaucoup de religions, hein, dans les préceptes qui sont plus ou moins faciles à suivre. Et pour le coup, l'histoire des infos, en plus moi je rêvais d'être journaliste reporter de guerre, hein, donc j'ai été pigiste pendant quelques années dans ma vie, je suis passionnée de photos en lien avec ça aussi, et, et en fait j'ai été une mordue d'infos, alors BFM TV, CNews, machin, dans les premières années, hein, parce que suite aux Gilets jaunes, j'avais déjà arrêté de regarder ces médias-là. Ces masses médias, en fait, j'étais plutôt sur des médias alternatifs, mais j'étais vraiment mordue d'infos. Et j'avais besoin d'être connectée, ce que je croyais être connectée au monde. Et finalement, j'ai compris, je crois aujourd'hui, que ce n'est que de la peur. Exactement. Et que quand on voyage un peu, on voit bien que les informations qu'on peut avoir ici, ce n'est qu'une version, ce n'est qu'une perception du monde, notre perception bien occidentale, bien française, etc. Il suffit de se déplacer un tout petit peu, de regarder les informations ailleurs pour voir une toute autre vision du monde. Et moi, j'en avais assez, en fait, d'avoir un rapport faussé à la réalité. Un rapport faussé à la réalité qui n'apporte rien, si ce n'est de la peur. Et le problème, encore une fois, contrer la peur, pour contrer la peur, faut arrêter de l'alimenter, premièrement, et puis après, il faut essayer d'aller vers des choses, effectivement, de l'ordre de beaucoup plus positif. Donc je préfère m'investir quotidiennement auprès des gens autour de moi. Me couper de l'info, ça ne veut pas me dire me couper des autres. Je suis élue par ailleurs sur ma commune. On a développé ce qu'on appelle des jardins partagés. On essaie de faire en sorte que les gens cultivent des légumes et puissent parvenir, alors c'est un grand objectif, mais à la résilience, qu'on appelle la résilience alimentaire, et Dieu sait qu'en ce moment c'est d'actualité et ça peut faire un bien fou à tout le monde. C'est mettre en place des politiques sociales au sein d'une collectivité, parce qu'il y a des personnes, là encore, qui ont besoin potentiellement de soutien. Et là aussi, c'est pas donc se couper de la réalité. Au contraire, c'est même peut-être passer plus de temps à agir que d'être spectateur de quelque chose, finalement, pour lequel on se sent impuissant, qui potentiellement nous met en colère, donne un sentiment de frustration
énorme quand on voit effectivement tout ce qui se passe. Alors je parle pas des faits divers parce que ça, forcément, ça a toujours existé. Et encore une fois, c'est une politique de la peur. Donc c'est pas se dire je ferme les yeux et je ne veux plus être au courant de ce qui se passe, mais c'est peut-être au contraire agir différemment et concrètement, plutôt que d'être passif devant un écran de télé. D'ailleurs, c'est pour dire, j'ai plus de télé, quoi. Enfin, voilà, ça sert plus à rien, quoi. Bienvenue dans mon monde. Parce que ça ne me sert à rien et que je pense que depuis que j'ai vécu en Chine, je ne la regardais déjà plus. Étant donné que tout était en chinois au départ, quand j'arrive, je ne parle pas chinois, donc... Et c'est vrai que tu as eu la chance de voyager, d'avoir ces expériences à l'étranger assez longues, et donc tu as pu te rendre compte qu'effectivement, d'un point de vue à l'autre bout du monde, les personnes ont un point de vue complètement différent. Ils n'ont pas forcément tort, on n'a pas forcément raison. Donc à un moment donné, voilà, je crois que ça ne sert à rien de passer du temps devant quelque chose qui est potentiellement anxiogène, en fait. Exactement, et moi je préfère passer mon temps à faire des choses qui me font du bien. Ouais. Et donc j'en suis là aujourd'hui, et on va terminer sur ces belles paroles d'amour. Oui. Mais j'aurais aimé que tu donnes aussi un conseil aux personnes qui rencontrent leur flamme jumelle, que faire et où se documenter et comment s'en sortir. Alors je ne sais pas si je peux me permettre de donner des conseils, parce que je crois que là aussi, c'est une question de point de vue et de parcours, et chaque parcours, je crois avoir compris qu'il est complètement individuel. Après, ces histoires d'étapes qui sont un peu incontournables, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de suivre, pour le coup, je ne suis pas forcément les infos. Alors, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas forcément égoïste de se couper de tout ça, parce que ce qui nous est demandé, je crois, c'est de pouvoir s'élever individuellement. S'aimer soi-même, ce qui est l'objectif du parcours Flamme Jumelle, c'est pas quelque chose d'égocentré. C'est justement quand on s'élève soi-même, on élève notre taux vibratoire et on élève le taux vibratoire de l'humanité. On participe de l'humanité et de cette élévation globale. Donc au contraire, conseil à donner, je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai suivi beaucoup de personnes, notamment sur YouTube pour le coup. Les bouquins dont j'ai parlé et sur les blessures de l'âme, là, Lise Bourbeau, qui est un petit livre, alors je vais pas faire sa pub, mais apparemment c'est le livre incontournable sur le sujet. Mais c'est véritablement de ne pas se décourager, de se dire qu'on n'est pas seul et que ça fait du bien d'entendre les témoignages et les expériences des autres. Moi, c'est là-dessus que je me suis beaucoup appuyée. Et puis finalement, peut-être la dernière chose, c'est que est-ce qu'on doit vraiment prendre les choses avec lourdeur? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre la vie avec légèreté et introduire beaucoup d'humour et de recul dans tout ça et de se dire potentiellement, en allant plus loin, est-ce qu'il existe vraiment une réalité? Est-ce que c'est pas un jeu, tout ça, finalement, la vie? Donc voilà. Et bien pour tous ceux qui ont l'impression qu'ils ne sont pas dans la réalité mais qu'ils sont dans un jeu, je vous invite à vous poser les questions et à réécouter ce podcast. On remercie Marilyn ce soir et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci Christine.